Bonjour et bienvenue dans l'interview. Je reçois Damien Terry. Bonjour. Bonjour. Alors, député fédéral à la Chambre et aussi premier échevin à Linkebeek. On va en parler de ça, de ce poste de premier échevin. Mais d'abord, parlons un peu des trains. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut en parler. Et avec une bonne nouvelle pour Linkebeek et pour la périphérie, c'est qu'il y aura davantage de trains sur cette fameuse ligne 124. Depuis hier, c'est le cas. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression que la périphérie ne sera pas toujours la mal-aimée des trains ? Je ne pense pas que la périphérie soit la mal-aimée des trains. Au contraire, je constate simplement que le ministre de la Mobilité, François Belot, à peine arrivé, a voulu reprendre un certain nombre de dossiers en main. Il arrive avec des situations concrètes, avec ce nombre de trains de l'ordre de 17 par jour depuis hier, qui permettent un accès plus facile vers la capitale et vers l'aéroport. Je pense que c'est une avancée par rapport à ce que j'appellerais une sorte de situation intermédiaire entre la réalisation du RER en tant que tel, c'est-à-dire la plénitude dans son efficacité. Pour l'instant, on sait très bien qu'il y a encore un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés, mais il y a une possibilité d'un point de vue infrastructure de pouvoir faire fonctionner des trains et plus de trains sur des voies existantes. C'est ce qu'il a fait, c'est une décision qui est extrêmement importante et ça, c'est certainement pour tous les navetteurs, depuis Nivelles, par Braine-l'Alleud, par Linkebeek, jusqu'à la jonction Nord-Midi et l'aéroport Bruxelles-National. Alors, on a vu que le RER n'avançait pas très très vite pour des raisons de financement, mais aussi parfois pour des raisons, je dirais, d'urbanisme ou de comité de riverains, pas toujours d'accord. On a vu ça à Linkebeek, ça a pris du temps pour votre gare. Oui, donc effectivement, il y a eu, mais il y a déjà pas mal d'années de cela, un souci avec des comités de riverains, mais également avec l'autorité communale par rapport à des permis qui n'avaient pas été délivrés, et surtout aussi une non-volonté de concertation entre Infrabel et la commune. Entre-temps, tout ça a été tout à fait aplani, a été rediscuté, ce qui veut dire que nous attendons les moyens que pour pouvoir aller plus loin dans la mise en place d'une nouvelle infrastructure, que ce soit au niveau des bâtiments ou que ce soit au niveau du rail. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il y a moyen d'avoir un certain nombre de trains supplémentaires qui font office de ce RER, même s'il n'est pas encore à 100% performant. Donc vous voyez le bout du tunnel pour le RER, vous ? C'est une bien belle expression que le bout du tunnel. Je pense qu'on le verra à terme. Ce que je constate, et ça c'est vrai, c'est qu'en Flandre, on peut dire que le RER est presque opérationnel à 100%. En Wallonie, dans la périphérie, peut-être moins, mais il y a un engagement du ministre Belot pour aller de l'avant avec les moyens qui vont être libérés au fur et à mesure des années. Et je crois que ça, c'est assez important aussi parce que le premier signe de mettre un nombre de trains supplémentaires est bien la preuve que le ministre Belot a envie d'avancer dans l'intérêt du navetteur. Maintenant, le seul petit message sous forme de clin d'œil que je ferai, c'est on a l'infrastructure, on a les trains, il suffit qu'ils arrivent à l'heure. Alors, parlons d'autre chose, parlons de cette polémique dont on parle beaucoup depuis vendredi, cette polémique autour de Theo Franken, autour de ce visa humanitaire qui est refusé par le gouvernement. Est-ce qu'il faut accorder des visas humanitaires ou est-ce qu'il faut arrêter ce genre de système de visa? Donc, le visa humanitaire est effectivement un élément extrêmement important, mais je rappellerai volontiers qu'il n'est attribué que dans un cas bien spécifique. Ici, il y avait clairement une position de l'Office des étrangers pour dire que dans le cas de la famille syrienne, le visa humanitaire ne pouvait pas être délivré. Et puis l'avocat de cette famille syrienne a décidé d'avoir l'avis ou le jugement du Conseil du contentieux des étrangers. C'est son droit, hein. Ce qui est tout à fait son droit. Mais donc, et là, il a obtenu satisfaction. Et il a obtenu satisfaction sur base des débats qui ont eu lieu ce week-end, sur base de ce qui est dans la presse aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, moi je suis amené aussi à me poser beaucoup de questions. D'une part par rapport à la polémique que cela suscite et la volonté d'une certaine opposition de s'emparer du dossier de manière à en faire un cas un peu sensationnel. À côté de ça, je tiens à répéter que le visa humanitaire, c'est bien du ressort du secrétaire d'État à l'Asie et à la migration et donc au gouvernement qu'il peut être attribué. Ici, il y avait manifestement un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte pour le refuser. Est-ce que l'Office des étrangers pouvait justifier cette décision de manière plus concrète ?
Peut-être que oui. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il y avait des raisons. Mais je constate, à la lueur de ce qui a été dit ce week-end, c'est qu'en définitive, cette famille s'est déplacée vers Beyrouth pour demander ce visa à l'ambassade belge. Alors, ça veut dire que, contrairement à ce qui a été dit sur les plateaux par l'avocat de la famille syrienne, cette famille n'était pas uniquement à Alep. Et donc, il y a là quelque chose, une sorte de nébuleuse, et pour lequel je pense qu'il y a une volonté de faire du sensationnalisme. Oui, mais à l'inverse, on ne peut pas dire que vous noyez le poisson quand vous dites ça, parce que finalement, il y a surtout une décision de justice qui est de leur octroyer un visa. Donc, à un moment donné, avez tout à fait soit raison. il faut leur octroyer le visa, soit il faut payer contrairement à ce qui 4 000 euros par an. Contrairement à ce qui a été dit sur le plateau également, il y a effectivement une décision de justice, mais la procédure n'est pas terminée. Donc oui, il est possible de mettre et donc d'appliquer ce qui a été décidé, c'est-à-dire une amende de 4 000 euros, une astreinte de 4 000 euros à mettre par ailleurs sur un compte consigné pour être sûr que le cas échéant, c'est-à-dire si les recours nous donnent raison, qu'on puisse récupérer cet argent. Mais à côté de cela, ce qui est important aussi, c'est de se dire que allons jusqu'au bout de cette procédure avant qu'on ne dise qu'on doit mettre absolument en application ce qui a été décidé par la justice. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que je suis parfois surpris. Tous ceux qui doivent avoir un devoir de réserve. Et nous sommes bien entendu pour un état de droit et pour une séparation des pouvoirs. Je crois que ça a été répété à plusieurs reprises. Mais je suis parfois surpris de voir certains magistrats qui ont normalement un devoir de réserve et qui se permettent de prendre sur des plateaux télévisés une position plutôt politique et critiquer ouvertement des ministres. Alors là, je pense que simplement on doit, du côté politique et du côté judiciaire, nous devons absolument reprendre les distances et essayer de rediscuter sérieusement, et cette fois-ci dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des demandeurs d'asile. C'est le juge Hénard que vous visez comme ça peu importe, je parle de certains magistrats. J'ai effectivement entendu le juge Hénard hier sur un plateau. Voilà, mais je ne veux pas fustiger une personne. Je crois simplement que chacun doit à un certain moment respecter ce qu'on appelle ce devoir de réserve et une impartialité, tout comme un arbitre de football sur un terrain. Mais est-ce que ça, c'est la position du gouvernement ou c'est la position de la NVA? Parce qu'on a vu la NVA très à l'attaque contre les juges et contre les juges activistes. Alors, donc, et je pense qu'il est bien de faire la différence entre le fond du problème et la manière dont il a été géré. Sur le fond du problème, je crois que tout le monde s'entend, et je peux même vous assurer que les 4 partis de la majorité gouvernementale au niveau fédéral sont tout à fait sur la même longueur d'onde. Quant à la manière dont on a médiatisé la problématique, la manière dont M. Franken a demandé pour avoir le soutien de la population, cette manière, en travaillant par les réseaux sociaux, est pour moi tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter cela parce que justement, il s'agit d'une décision de justice qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore arrivée à terme. Attendons de voir aussi quel va être l'avis du Conseil d'État, quel va être l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, vous êtes membre de la commission consacrée à la fin des transactions pénales. Ici, sur ce plateau, le président, Francis Delpéré, a dit qu'il faut agir vite. Et quand je regarde l'agenda à la Chambre, il n'y a toujours pas une seule réunion de prévue pour cette commission. Mais comme vous le savez, la Commission a eu un peu de mal à se mettre en place, ou en tout cas à désigner son président. Je crois que tout le monde aura compris que le souci n'était pas directement soit au sein de la majorité, soit au sein de l'opposition. Il y a eu un souci en interne au CDH. Entre-temps, il est réglé. Et moi, j'ai toujours dit que je pensais sincèrement que M. Delpéré était une personne non seulement intègre, mais qui était, en tant que constitutionnaliste, une personne qui conviendrait à merveille pour ce type de responsabilité. Maintenant, il y a eu une première réunion de bureau, donc c'est-à-dire un expert par parti, qui a eu lieu mercredi dernier. Mercredi, donc dans 2 jours, une seconde réunion de bureau verra le jour, dans laquelle il sera décidé non seulement la manière de procéder, mais en plus qui verra désigner un certain nombre d'experts qui nous donnera la voie à suivre pour être sûr qu'on n'outrepasse pas nos compétences. Est-ce que vous essayez de gagner du temps? Non, alors ça, je peux vous assurer que les choses sont extrêmement claires. Il n'est pas question de gagner du temps. Je pense qu'on s'est donné entre 3 et 6 mois, et 6 mois, ça me semble beaucoup, que pour faire toute la lumière sur ce dossier. Et je m'engage personnellement en tant que membre de cette commission à tout faire pour avoir la vérité et surtout qu'on puisse déclarer au grand jour là où les fautes auraient été commises. Alors, Damien Thierry,
moi, j'hésite toujours, savoir s'il faut vous présenter comme bourgmestre de Linkebeek ou premier échevin de Linkebeek. Aujourd'hui, vous êtes premier échevin. C'est-à-dire que vous n'avez pas tellement hésité puisque vous m'avez présenté comme premier échevin. Alors, c'est évidemment une partie de la polémique. C'est qu'en toute logique, les élections de 2015 qui ont eu lieu à Linkebeek, c'est une grande première d'ailleurs en Belgique, ont permis au conseil communal de représenter quelqu'un à la nomination, en l'occurrence moi. Si on suit la procédure de nomination de bourgmestre qui était mise en place lors de la 6e réforme de l'État, je suis bourgmestre désigné. La ministre flamande de l'Intérieur, NVA, elle a clairement dit qu'il n'y avait pas de nouveau bourgmestre pour l'instant, ni même désigné, et donc c'est le bourgmestre démissionnaire qu'elle a imposé à la population linkebeekoise qui est toujours en place. C'est vrai que ça nous pose vraiment des soucis de fonctionnement, mais malgré tout, nous faisons au mieux que pour pouvoir aider notre population au quotidien. Oui, d'abord sur le fonctionnement, comment ça fonctionne? Est-ce que ce bourgmestre est là au moment du collège et décide avec vous de tout ce qu'il faut faire pour la commune? Donc ce bourgmestre ne décide rien, tout simplement, il n'a aucune compétence, si ce n'est des contact avec la sécurité, donc avec la police. Mais au niveau du collège, toutes les décisions du collège sont présentées sur papier, mais elles sont discutées en aval avec mes collègues échevins. Oui. Et donc, lors du collège, qui dure en règle générale 2 minutes par semaine, c'est la lecture des points et on avalise, on n'avalise pas. Si les points ne sont pas avalisés à l'unanimité, ils passent au conseil communal. Alors, il y a quand même, vous espérez maintenant une solution, puisque tout ça est devant le Conseil d'État. On attend depuis le mois de juin une décision. Est-ce que votre dossier va être recevable? Alors en fait, c'est toute la question, parce que qui dit recevabilité, cela veut dire qu'on rentre dans la situation où la procédure de nomination retrouve ses droits. Donc, si mon dossier est recevable, ça veut dire que le conseil communal avait le droit de me présenter à la candidature de bourgmestre. La procédure prévoit que le Conseil d'État doit prendre une position, donc doit rendre un arrêt. Avant cela, il a décidé, entre-temps, de poser un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Je m'excuse pour le côté technique, mais c'est malheureusement ce qui va se passer. Mais entre le moment où la Cour constitutionnelle va répondre à ces questions et le moment où le Conseil d'État aura dit que la procédure est recevable, je devrais pouvoir récupérer la place de bourgmestre désigné qui, normalement, devrait être celle-là depuis le mois de mars déjà de cette année. Vous attendez depuis le mois de mars et ça pourrait se passer maintenant en décembre ou peut-être en janvier. Décembre, janvier, le plus vite possible, parce que, encore une fois, il s'agit de quoi? Simplement que la population qui a voté massivement pour mon équipe et spécifiquement pour moi-même puisse enfin voir ses droits s'exprimer. Merci Damien Thierry. Demain, je recevrai Olivier Minguin. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.